Euh, tout est set, tout est bon, parfait, ok, les cadrages sont bons. Alors, bienvenue tout le monde dans cet épisode des chercheurs sceptiques, un nouvel épisode avec un nouveau format. Alors, dans ce nouvel épisode, on va se mettre à analyser des livres. Et on espère vraiment que ça va vous plaire. Je pense que le YouTube, c'est un outil que tout le monde peut utiliser comme il veut. J'aime bien l'art. L'art prend une partie très importante dans ma vie. Je suis un artiste complet à temps plein. Tout ce que j'ai fait, c'est juste débattre des sujets qui se trouvent dans le monde, ce que les humains normaux débattent normalement. Tout le monde se pose des questions. Le chercheur sceptique, c'est une mission qui te donne la vérité. Et le but de t'amener la vérité, ce n'est pas pour changer tes croyances, mais pour te rendre compte de la situation qui se passe là, de la vraie situation. C'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir et de vivre sans philosopher. Cette chaîne te permet de philosopher comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Et généralement, dans ce nouveau format qu'on est en train d'expérimenter, c'est un format d'analyse et de critique. Surtout, on va analyser les plus grandes œuvres, puis essayer de comprendre un peu ce que l'auteur veut bien nous dire. Et par là, bien évidemment, je sous-entends des grands philosophes tels que vous le connaissez. Et bien, eux tous, on va évoquer leurs œuvres dans ces nouveaux formats de chercheurs sceptiques. On va plus analyser. On ne va pas s'écarter de l'ancien format qui consiste à décortiquer afin de révéler une certaine forme de mensonge. Dans ce nouveau format, on va se mettre à analyser des livres, comme je l'ai dit, et ce sera spécialement des livres des grands écrivains. Le format, je vais bien les commencer avec Adam Smith. Adam Smith qui est un grand économiste classique qui est à l'origine de la science de l'économie actuelle. Sans plus tarder, commençons donc cet épisode bien beau. C'est bien beau. Les deux œuvres du philosophe Adam Smith, la théorie des sentiments moraux, comme deuxième œuvre d'Adam Smith qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est l'enquête sur les causes des richesses des nations. Une œuvre parue en 1676. Sans plus tarder, commençons donc cet épisode bien beau. C'est bien beau. Générique. Alors, quel est le contenu du livre Théorie des sentiments moraux? Il faut le savoir déjà avant tout, Adam Smith a toujours voulu écrire un livre sur les comportements de la société. Il t'offre un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Une œuvre aussi importante que la Bible. Shout out à tous les étudiants de UCEI. Je ne vais pas citer ici le nom de l'université, mais UCEI, ils vont se reconnaître. C'est avec ces étudiants-là qu'on a connu en fait beaucoup de nuits blanches à cause de ce livre d'Adam Smith. Au cas où vous l'auriez oublié, Adam Smith a écrit un livre avant la richesse des nations qu'il a appelé la théorie des sentiments moraux. Si vous êtes un amoureux de la lecture et de la culture générale, eh bien, vous allez un peu aimer cet épisode. De quoi parle le livre d'Adam Smith? Les deux livres. Je vais vous faire un petit résumé de ces deux livres. Et on va commencer par le résumé de la théorie des sentiments moraux. Alors, quel est le contenu du livre Théorie des sentiments moraux? Il faut le savoir déjà avant tout, Adam Smith a toujours voulu écrire un livre sur les comportements de la société. D'ailleurs, pour ça, il s'interroge beaucoup sur l'histoire des civilisations dans le passé, l'origine des humains, comment les échanges de faux, les trocs, les règles sur les trocs. En quelque sorte, c'est la personne qui est arrivée à expliquer, à donner une science à la façon dont les gens effectuaient les échanges de ce temps-là. C'est-à-dire, il a amené la science dans l'économie. La science, il a étudié maintenant pourquoi est-ce que tu vas acheter les pains chez les mêmes boulangers chaque jour. Qu'est-ce qui te pousse à se faire ça? Pourquoi? C'est-à-dire, il était ce genre de personnes-là. Il se retrouve au début de la révolution industrielle. Qui se retrouve en pleine révolution industrielle. C'est lui qui apporte donc les idées pour que le siècle, le 18e siècle puisse être appelé le siècle des Lumières. Il fait partie de ces penseurs-là. Vous savez, le siècle des Lumières, où on a vu émerger les Kingandi, les Pythagore et tout ça. Non, pas Pythagore. Pythagore, il est bien plus vieux. La société a donc besoin d'une nouvelle façon de fonctionner afin d'effectuer les échanges. Et qui va dicter les codes
pour la nouvelle façon de fonctionner. Dans la théorie des sentiments moraux, comme la plupart de ses œuvres, Smith veut surtout comprendre ce qui conduit une société à plus d'harmonie, en faire un livre afin de faire évoluer la civilisation ou la pensée des humains. Ainsi, rempli de cette motivation, il publie en 1776 la théorie des sentiments moraux. Un livre où Smith évoque surtout cette question sur les relations entre les individus et cherche par là à comprendre la morale derrière nos actions. Comme je l'ai dit, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu reviens toujours chez les mêmes boulangers pour payer ton pain le matin? Ou qu'est-ce qui fait que tu achètes seulement un type de savon? Qu'est-ce qui fait que tu utilises plus Facebook qu'Instagram? C'est ça en fait les contenus des sentiments moraux. Smith va très loin dans ses analyses. Il réfléchit trop. Et c'est trop tôt pour ce siècle-là. Et bien dans ce livre-là, il explique des choses sur la morale. Et bien il définit comment il définit la morale, puisqu'il nous parle de la morale. Smith, un professeur écossais, la morale c'est l'ensemble des règles et de juges, des valeurs des individus qui nous permettent de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Adam Smith eh bien, caractérise la morale en deux caractères. Il dit que la morale a un caractère qui est immédiat et un autre caractère qui est plus universel. Donc en gros, il essaie d'expliquer que tout le monde en fait se ressemble, puisqu'il n'y a que deux émotions qui nous différencient. C'est-à-dire que lorsqu'on a un caractère immédiat, c'est-à-dire on sait identifier ce qui est bien ou mal. Vous savez, on aime ces produits parce qu'il est conçu de telle façon. Vous savez, il a une certaine couleur. C'est-à-dire on a une certaine façon de juger les choses selon que ces choses-là soient bien ou mauvais. Mais ça, c'est juste les premiers caractères de la morale. Donc la morale un peu obéit aux règles de la logique. Eh bien, la morale a un caractère aussi qui est universel. La morale a un caractère universel maintenant puisque tout le monde juge les choses de la même façon. Tout le monde a la même perception de la vie. Nous tous, nous savons que cet immeuble, cet ordinateur, il s'appelle l'ordinateur. On a déjà une certaine conception dans notre tête. Donc, notre jugement, qui est aussi le jugement de tous les autres. C'est ça qu'Adam Smith a observé dans ce temps-là. En gros, si Adam Smith existait aujourd'hui, il serait en train de se poser la question pourquoi il y a tant de monde qui suivent les émissions des chercheurs sceptiques? Eh bien, si vous ne le savez pas, notre dernière vidéo a juste fait 250K. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs, je vous mets juste la photo ici. Vous voyez, 250K. Michael Jackson, 250K. Merci à vous, hein. Merci à vous. Une vidéo que vous pouvez retrouver d'ailleurs par ici. Cliquez là en haut là. Voilà. La théorie des sentiments moraux. Tout le livre est focusé sur ses observations sur la morale. Adam Smith évoque aussi cette question sur la sympathie. Il considère comme étant le fondement de la société. Donc la sympathie est le fondement de la société. Je comprends pourquoi les Canadiens sont toujours sympas. Adam Smith affirme que c'est par sympathie qu'on se juge entre nous. L'homme commence par juger les autres grâce au principe de la sympathie. Je comprends pourquoi les Canadiens sont toujours sympas. Et c'est quoi la sympathie maintenant selon Smith? La sympathie est la capacité de se mettre à la place d'une personne et de pouvoir partager ses sentiments. Pouvoir partager les sentiments que cette personne éprouve. La sympathie est naturelle et immédiate. Par exemple, si vous écoutez un humoriste troll à la télé, vous avez tendance à rigoler. Vous avez tendance à rigoler et partager sa joie. Et ainsi, vous êtes erré à votre tour. Même si vous ne connaissez pas cet humoriste, vous n'avez donc aucun lien avec vous. Adam Smith appelle ces comportements, les comportements de réagir aux émotions des autres, il appelle ça la sympathie. Donc Adam Smith a fini par affirmer que la sympathie, c'est donc un caractère moral que tous les humains ont. Donc si vous n'êtes pas sympa, vous n'êtes pas un humain. À moins que vous soyez ces gars ici. La sympathie fonctionne de façon immédiate et naturelle. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour vous mettre à la place d'une autre personne. Une personne heureuse ou une personne qui souffre pour partager ce sentiment. La sympathie est donc à la base de la construction d'une civilisation. Et Adam Smith, dans ses livres, il n'en finit pas là. Il parle aussi du jugement. Un jugement qu'on a réussi à forger grâce à nos nombreuses observations des choses terrestres. Adam Smith explique un peu le fait que l'homme peut se juger soi-même. C'est-à-dire une fois que l'individu est capable, en observant les autres et leurs réactions, de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, il peut appliquer ces mécanismes à son propre comportement pour savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Le jugement moral devient donc universel. D'ailleurs, c'est en essayant de comprendre cette forme de jugement personnel qu'il fait l'expérience de l'homme qui vivrait seul sur une île déserte, sans aucun contact humain et sans aucun miroir. Vous vous rappelez de l'histoire de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, un amoureux de la mer, qui un jour, en pagayant sur l'eau ou en marchant sur l'eau, une tempête l'a emporté jusqu'à l'amener sur une île déserte. Comment il va sortir dans cette île? Comment il va survivre? C'est aussi un sujet pour un autre
épisode. Avec cette expérience de l'homme qui vivait sur une île déserte, Smith veut surtout démontrer que les jugements qu'on porte en premier sur les autres nous donnent une sorte de repère pour pouvoir juger notre propre comportement. En fait, l'effet miroir, tel qu'on le dit, c'est parce qu'on observe certaines choses chez les autres, ou certaines mauvaises choses, ou certaines bonnes choses, qu'on se met à les pratiquer aussi dans notre vie. Donc on fait qu'ils nous répliquer entre nous à cause du jugement. Voilà pourquoi il faut être sympa. La sympathie est universelle et immédiate et c'est quelque chose de naturel. Et Smith, dans la théorie de sentiment moraux, nous parle aussi du spectateur impartial. C'est d'ailleurs ma partie préférée dans ses livres. Eh bien, c'est qui le spectateur impartial selon Smith? Le spectateur impartial selon Smith est notre juge intérieur que nous appelons tous pour juger nos actions en dernier recours. Si on considère par exemple que les autres se trompent des jugements par exemple, on va se référer au jugement de ce spectateur impartial et non à celui des autres. Le spectateur impartial est ce qui nous garantit de ne pas nous tromper, car il est impartial. Il ne dépend des sentiments ni des émotions de la foule. C'est une sorte de conscience que nous avons en nous pour nous aider. Donc, tu as un spectateur impartial en toi, comme moi j'en ai en moi, comme vous en avez, et je vous laisse terminer la conjugaison. Comment se forme ce spectateur impartial? Au début, notre spectateur impartial ne sert rien. Vous savez, il est comme l'homme qui est sur une île déserte, Robinson Crusoe. C'est-à-dire, il ne sert rien. Notre spectateur impartial, notre jugement, au début, il est au point zéro. Mais à cause de la société, à cause de toutes ces informations qu'on va amasser dans la société, on peut développer notre spectateur impartial. Donc, le spectateur impartial, il ignore ce qui est ou non, comme un bébé. Puis, à force de porter des jugements sur les autres et en les observant, on finit par en déduire des règles générales et des principes sur la morale. Quand notre spectateur impartial est suffisamment développé, il peut nous aider à juger correctement et sans risque de se tromper. On n'a alors plus besoin de se référer au jugement des autres. On peut utiliser uniquement le jugement de notre spectateur impartial. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un faire ses bails seul, ne le jugez pas de timide. Peut-être que ce spectateur impartial est juste suffisamment développé pour l'occuper seul dans sa tête. Voilà. J'ai trouvé la réponse de Timmy. Comme nous construisons tous notre spectateur impartial dans la même société, c'est-à-dire de la même façon dans la même société, notre spectateur impartial, il est identique entre individus. Adam Smith écrit un autre livre paru en 1776. Ce livre-là, c'est l'enquête d'ailleurs qu'il va écrire pendant 10 ans. Il va appeler Enquête sur la nature et les causes des richesses des nations, ou communément appelée la richesse des nations. Une œuvre considérée comme étant son plus grand œuvre. Une œuvre dans laquelle Smith relate les principes de l'économie moderne. Mais je vais vous faire un bref résumé de cette œuvre. Mais je pense que c'est là un autre épisode. Adam Smith est un leader écossais. Il expliquait c'est quoi la main invisible. À ceux qui pensent que c'est les gouvernements qui montent les prix, vous vous trompez carrément dans les trucs. Et on se retrouve prochainement. Ciao.